Bonjour, ici Valérie Martineau, bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons des 25 000 réfugiés syriens au Canada, du gala envers et contre tous du Cégep de Jonquière, des médiations entre les employés et les employeurs de garage. Mais tout d'abord, accueillons Roxane Jérôme qui nous parlera des grèves dans le secteur public. Bonjour Roxane. Bonjour Valérie. Alors dis-moi, les grèves dans le secteur public, c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Est-ce qu'une entente amiable est envisagée dans le dossier? Il est envisagé et même souhaité. Le premier ministre Philippe Couillard préférait négocier avec les syndicats plutôt que d'imposer un contrat de travail par une loi spéciale. Malgré les bonnes intentions des deux parties, cela n'avance pas assez rapidement. Pour le moment, seulement la moitié des demandes des syndicats ont été réglées. Ces dernières touchent entre autres la précarité d'emploi, les horaires ainsi que l'organisation du travail. Je sais que c'est un sujet dont on parle souvent, mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur les demandes des enseignants. Les demandes se divisent en deux catégories. La première est au niveau du salaire. Les syndicats veulent une augmentation salariale de 6,9 % sur 3 ans, avec un minimum d'1 % par année. Le président du Conseil du Trésor a répliqué avec un plan sur 5 ans qui contient 2 années de gel. Les 3 années où le salaire augmenterait, ce serait d'un maximum de 1 %. Autrement, cela pourrait briser l'équilibre budgétaire du Québec. Selon Jérôme Gagnon, la deuxième catégorie de demandes touche les conditions de travail. Jérôme Gagnon est un enseignant au Cégep de Jonquière que j'ai rencontré sur la question. Selon lui, les syndicats veulent essentiellement maintenir la qualité des services et les conditions de travail dans lesquelles ils effectuent leur boulot. C'est une réponse à l'augmentation du nombre d'élèves par classe ainsi que le prolongement de leur semaine de travail. Les négociations ont cependant servi à laisser tomber ces demandes. Parfait. Puis-tu nous dire un peu plus les moyens de pression qui sont utilisés par les enseignants? Les enseignants ont effectué beaucoup de coupures dans les activités afin de faire pression sur le gouvernement. Les sorties scolaires ont été annulées, les décorations d'Halloween ont disparu. On prive les enfants de privilèges que l'on croyait acquis afin de faire réagir les parents. La grève est une autre solution que l'on a pu observer au cours des derniers mois. On a pu en être témoin au cours du début de l'année scolaire. La dernière en date est celle du 9 décembre. On la souhaitait pour le premier du mois, mais elle a été retardée afin d'accélérer les négociations. Celles-ci n'étant pas à la hauteur des syndicats, ils ont de nouveau grévé. Mais la situation a-t-elle évolué depuis le 9 décembre? Le président du Conseil du Trésor, M. Coiteux, trouve désormais que la grève n'a plus lieu d'être. Une trentaine d'ententes ont été conclues entre les deux parties. Ce n'est cependant pas assez pour la Fédération autonome de l'enseignement. Son président espère encore pouvoir retourner à la table des négociations. La FAE est en grève non seulement le 9 décembre, mais aussi le 10 et le 11. Jeudi le 10, ils ont même bloqué les bureaux du Conseil à Montréal dans le but d'obtenir des résultats. Ces efforts n'ont toutefois pas porté fruit encore. Et merci beaucoup, Roxane. Nous sommes maintenant de retour avec Erika Hiergeau qui nous parlera plus en détail du gala envers et contre tous du Cégep de Jonquière. Bonjour Erika. Bonjour. Erika, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce gala? Oui, bien, Envers et contre tous, c'est un événement qui se produit depuis 10 ans maintenant. Cette année, c'était la 10e année. Puis, ce sont les élèves de production puis post-production télévisuelle qui ont organisé ce projet. Ils ont fait des vidéos, évidemment, des courts-métrages plus précisément. Puis, tout ça a été présenté au gala Envers et contre tous. Il y avait 3 prix, puis un coup de cœur qui était, dans le fond, si le coup de cœur passait à un autre concours par la suite. Oui, c'est ça. Et peux-tu nous expliquer un peu quelles étaient les contraintes temporelles qui étaient imposées aux étudiants? Eh bien, tout de suite après la mi-session, le projet était déjà entamé. Okay. Ils ont eu 1 semaine pour faire le teaser, c'est-à-dire la bande-annonce. Après ça, 1 semaine pour tourner le court-métrage. Puis le vidéo, il durait à peu près 5 minutes. Parfait. Et quels étaient les sujets imposés dans les courts-métrages? Il y avait 12 thèmes prédéfinis. Selon David Dupont, un élève que j'ai rencontré, ça a été quand même difficile de choisir les sujets parce qu'il y en avait des plus intéressants que d'autres, mais quand même, c'était tous des sujets intéressants quand même. Puis, dans le fond, il y avait comédie romantique, western, les émissions culinaires, puis la fiction aussi. C'était quand même très intéressant. Oui. Et dans le cadre de quel cours ça a été élaboré comme projet? Dans le cadre du cours d'organisation en équipe pour ceux qui sont en production et post-production télévisuelle. Puis, c'est pour apprendre à travailler avec le matériel professionnel, puis aussi en équipe. Parce que... Finalement, peux-tu nous dire quand et où cet événement se produira-t-il? L'événement se produit le 8 décembre 2015 à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Le prix de 2 $. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Erika.
Nous sommes de retour avec Cora Béraud qui nous parlera un peu plus des médiations entre les employés et les employeurs de bureau. Bonjour Cora. Bonjour Valérie. Alors, le gouvernement a utilisé la loi 71 pour faire bouger les négociations entre les employés et les employeurs. Est-ce que l'échéancier final sera bénéfique pour les mécaniciens? Oui, étant donné que cela fait 3 ans qu'ils sont en grève syndicale, le retour avec la loi 71 va les faire amener au travail. Parfait. Et étant donné que l'un des deux parties ne veut pas avoir recours aux médiations avec le gouvernement, quelles conséquences ajoutera aux mécaniciens? Principalement, les mécaniciens seront retardés pour retourner au travail. Ensuite, les tensions entre les patrons et les employés vont être encore plus tendues puisque eux, ils ont hâte de recommencer leur travail aussi. Oui. Et je sais que vous avez parlé à l'un d'entre eux. Qu'est-ce que les négociations représentent pour ces mécaniciens? Pour eux, c'est garder leurs belles conditions de travail, continuer à pouvoir aller travailler comme leur ancienne... avant qu'ils voulaient instaurer la nouvelle convention, eux, leur intention, c'était simplement de travailler puis de garder leurs belles conditions. Donc, eux, à la base, ils ne cherchent pas à améliorer quelque chose. Ils voulaient vraiment rester dans leurs conditions actuelles qu'ils avaient, mais avec la nouvelle convention, ça changerait tout, puis eux autres, ça serait désavantageux pour eux, à leurs yeux. Oui. M. Bélanger a dit que la situation représentait un petit peu un recul dans leurs conditions de travail. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que ça voulait dire? Oui, étant donné que dans les années 80, les travailleurs s'étaient battus pour gagner des droits de travail comme l'assurance chômage, des choses comme ça, si la nouvelle loi 71 serait de mise, les employés pourraient avoir des renvois le matin, admettons qu'ils rentreraient le matin, il n'y aurait pas de sécurité dans le plan au fond. Ils pourraient être renvoyés le matin en étant sans raison parce qu'ils ne font pas le travail nécessaire ou ils ne sont pas appréciés par leur patron pour des raisons futiles, disons. Et aussi, ils auraient des conditions puis des horaires surchargés. Certains perdraient leurs emplois parce que le lundi matin, ils pourraient commencer à 8 heures, comme ils pourraient finir à minuit le vendredi. Ça serait des conditions vraiment désagréables pour eux. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi les employeurs refusent la médiation? Oui, parce que les employeurs considèrent que l'intervention du gouvernement va juste amplifier les mauvaises tensions qu'il y avait avec leurs employés. Parce qu'au fond, la décision ne serait pas prise des deux parties, puisque eux sont contre et les employés sont pour la médiation. Donc, le gouvernement il pointe vraiment le gouvernement du doigt, puis ils veulent en plus se débattre contre eux pour qu'ils ne s'en mêlent pas dans la situation, parce qu'au fond, ça ne serait pas une décision commune qui aurait été choisie par les employés et les employeurs, ça serait vraiment juste le gouvernement qui aurait mis la loi, puis eux, ils doivent s'y résoudre. Je comprends bien. Merci beaucoup, Cora. Merci Valérie, ça me fait plaisir. Valérie, de ton côté aussi, tu vas nous donner ton avis sur l'arrivée des nouveaux réfugiés syriens au Canada. Qu'est-ce qui t'a poussé à réagir sur ce sujet? Oui, et en effet, il y a quelques temps, j'étais sur Facebook puis j'ai vu passer une pétition qui était contre l'arrivée de ces réfugiés-là au Canada. Une pétition qui m'a énormément bouleversée, d'autant plus qu'il y avait un nombre très important de signataires, soit à l'heure où on se parle, environ 77 000. D'accord. C'est quoi ton avis par rapport aux décisions des gens d'avoir signé la pétition? Mais je comprends les raisons qui poussent les gens à avoir pris cette décision-là. En effet, la peur qui règne dans l'esprit des citoyens canadiens est totalement justifiée. Je crois qu'elle est seulement un petit peu mal dirigée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les réfugiés syriens, en fait, fuient un régime de terreur que nous-mêmes, on craint ici. La différence entre eux et nous, c'est que seulement pour eux, que ce n'est pas une crainte, c'est une réalité. OK. Dans un texte intitulé « Et si on était humain », tu incites les gens à se mettre à la place des réfugiés syriens. En quoi crois-tu que ce geste permettrait aux gens de changer leur opinion? En fait, j'ai toujours été profondément convaincue que le rejet des différences dans nos sociétés résulte de la peur d'autrui, en fait, de la compréhension des réalités des autres. Je crois que le fait de se mettre à la place des autres, ça nous permet d'un peu plus comprendre ce qui les pousse à agir d'une façon ou d'une autre. Puis dans le cas présent, de se mettre à la place des réfugiés syriens, ça nous permet de comprendre que ce n'est pas un caprice pour eux de venir vivre ici, c'est réellement un besoin, puis une question vitale. Je crois que pour eux, rester là-bas, c'est juste vivre dans des conditions de terreur, puis c'est les empêcher de venir ici, c'est les condamner à un sort horrible. OK. Dans ton texte, tu as parlé d'une autre vision de voir les choses à propos de leur arrivée au Canada. Toi, comment tu vois les choses? Quelle est ton opinion? En fait, ça, à partir du 13 novembre dernier, c'était le jour des attentats de Paris. Partout autour de nous, sur les réseaux sociaux, dans la vie, on pouvait voir un énorme sentiment de solidarité. Tous les gens autour de nous étaient tellement solidaires. Je trouvais ça si beau à voir que je me suis dit qu'on pourrait transmettre cette solidarité-là au monde entier. En fait, je pense que la solidarité, c'est notre plus belle arme en tant que société pour se battre contre un fléau comme le terrorisme. Puis je pense qu'à la place de se soutenir entre États puis pays, tout ça, on pourrait se soutenir tout le monde ensemble. Ça serait la meilleure façon, je pense, pour régler ce genre de conflit. Oui, merci beaucoup Valérie. Merci à toi, Cora.
Donc, c'est ce qui conclut notre émission sur le plateau. Merci à mes collaboratrices Cora Véro, Roxane Jérôme et Erika Hiergeau. À la prochaine!